C'est Kenzie pour This Is My Story. Salut Kenzie, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Super. Deuxième émission ensemble. Ouais. On a fait il y a 4 ans en live, Exact. au début des lives sur Instagram. Ouais. J'ai envie de te dire entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour rappel, c'était un live entrepreneuriat. Exact. On t'a connu à ce moment-là dans le tourisme. Ouais. On a fait une émission qui a duré quasiment 2 heures. Mhm. Entre-temps, qu'est-ce beaucoup qui a de choses, évolué? Beaucoup de choses. Déjà, merci de me recevoir, ça fait plaisir. D'être là pour la deuxième dans d'autres conditions, tu vois. Et beaucoup de choses. Je suis plus autant dans le tourisme, on va dire. Je garde toujours un œil et un pied là-dedans. Entre-temps, je suis papa entre-temps. Beaucoup de choses en termes de musique. Beaucoup de projets, beaucoup de réflexions. Ouais, ça a beaucoup bougé. Je pense que je suis pas le seul. C'est vrai que la période Covid a permis de se poser, de réfléchir, de revoir un peu les plans et de partir sur d'autres choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a une nouvelle dynamique, on va dire. Mhm. Et du coup, un titre Milano, Exact. dont on va parler. On va faire un petit récap, tu vas te présenter déjà. Ok. Et on va parler de toi plus en tant que l'homme plutôt que l'artiste, avant d'arriver sur la partie promo musique. Est-ce que tu peux du coup te présenter? Ok, Kenzie, artiste afro-caribéen. J'ai commencé la musique en 2002. Et entre-temps, voilà, il y a eu pas mal de choses, pas mal de projets. J'ai bossé avec mon frère, Rafia, pendant longtemps, pendant plus de 10 ans. Et on a fait pas mal de scènes, on a fait des albums, on a fait des mixtapes, on a fait des concerts. On a fait un beau chemin ensemble. Il a décidé d'arrêter. Mhm. Et moi, je me suis installé ici vers 2016. Et là, j'ai commencé à travailler de mon côté seul. Donc, une carrière solo, avec les hauts, les bas, les galères, les réflexions, les échecs. Et ce qui m'amène à aujourd'hui, où j'ai décidé de me poser pendant un an et demi pour bosser sur un projet, sur un EP. Au départ, c'était pas forcément ça l'idée. Mais à force de discuter avec du monde, avec l'équipe, d'avoir du monde, de perdre aussi des gens, tu vois, donc tu fais beaucoup de rencontres. Et je me suis dit, voilà, peut-être qu'il faut que j'aille sur un projet plus cadré. Ça me permet déjà de me poser, de pouvoir travailler certaines choses, raconter des choses surtout. Et on en est là, quoi. Bon, des choses qu'on a toujours racontées dans tes textes. Moi, j'ai l'impression que tu as eu plusieurs carrières dans ta carrière. Donc d'abord avec le groupe, le Black Scare. Tout à fait. Ensuite, effectivement, tu as eu tout ce que tu as fait avec ton frère. Ouais. Ensuite, il y a eu une autre partie encore, c'était toi seul. Exact. Donc toi, ce que tu fais en ce moment notamment. Comment tu vois ces évolutions et puis comment on repart finalement quand on a commencé d'une certaine manière, pardon. Comment on repart quand on a dû commencer d'une certaine manière? Comment on se réadapte? Comment tu te réinventes? C'est du temps. Déjà, ce sont des rencontres. Tu vois, le Black Scare Crew, frère, j'étais assis c'était l'espèce d'amphithéâtre de toute façon. Et tout bêtement, ça a commencé avec un freestyle. Et 2 jours après, on avait un crew, on avait un groupe et on commençait à faire des trucs, tu vois, ce sont des rencontres. Quand j'ai décidé de partir faire mes études en France, je parle avec mon frère au téléphone, je lui dis, ouais, mais tu sais, au fait, je fais de la musique. Il me dit, ah ouais, mais moi aussi, j'en fais de mon côté. Il m'envoie des trucs, on savait pas, enfin, on parlait de beaucoup de choses, mais pas forcément de ça. Il m'envoie des morceaux, je lui envoie, on s'apprécie l'un l'autre. Et du coup, une fois arrivé là-bas, on commence à faire du son ensemble, tu vois. C'était pas prévu, c'était pas calculé, ça s'est fait naturellement. Et du coup, c'est vrai que ce sont des rencontres, c'est pas forcément calculé. Et puis, j'ai tendance à j'essaie de pas trop réfléchir. Tu vois, même si j'ai mes plans, je calcule, j'essaie de pas trop réfléchir et de vivre l'instant. Donc, c'est ce qui me permet, que ce soit en arrêtant une relation, je parle même, tu vois, une relation musicale, quand j'arrête, quand je redémarre, quand mon frère me dit qu'il arrête, c'est sûr que ça fait, tu vois, j'encaisse ça. Ouais. Ça m'a pris, tu vois, tu restes là pendant une semaine à te dire, mais Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi je fais? Parce que, tu sais, quand tu es en duo, au final, tu fais toujours 50%. Tu écris la moitié de son, la moitié de refrain, la moitié de couplet, en fait. Et c'est facile, c'est pratique, et c'est une espèce de jeu, mais au final, tu te rends compte que tu écris que la moitié des chansons à chaque fois. Quand tu vas sur scène, tu sais que tu perds ta voix, tu as toujours l'autre à gauche qui peut faire les refrains, tu sais que tu es moins en forme. Il y a ça, en fait. Et du coup, remonter seul sur scène, c'était chaud. C'était chaud parce que tu as des repères, tu as des habitudes. Tu sais que à ce moment-là du refrain, toi tu vas à gauche, lui il va à droite. On avait ces habitudes-là et c'est compliqué de les retrouver quand on est seul. Et j'ai pris du temps à trouver la bonne recette.
Mais j'étais pas forcément défaitiste. Je savais que j'allais réussir, je savais que j'avais ça en moi, je l'avais déjà fait avant, donc Oui. je le ferai toujours, tu vois, après. Donc j'ai ça en moi, j'ai cette énergie en moi et j'ai cette confiance en moi qui fait que je vais prendre des coups, ok, mais le lendemain, je commence déjà à avoir un discours positif et j'avance. Nous, tu nous as donné beaucoup de force sur la partie entrepreneuriat. Moi, je voulais en découvrir un petit peu plus de ce côté-là. Est-ce que très jeune, tu avais déjà une idée de là où tu voulais aller professionnellement parlant, sachant que tu as toujours eu cette passion Ouais. pour la musique. Et quand je vois la gestion de ta carrière, je revois les interviews, etc., il y avait un côté entrepreneur. Quand tu presses tes disques, quand tu vides le rayon à Carrefour, Ouais. justement pour pouvoir faire ça. J'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui était en toi. Ouais. Mais est-ce que tu savais déjà que tu voulais faire du marketing, de la communication, tout ce que tu as fait? Je sais que tu as encore fait des formations récemment. Je ne sais pas dans quoi tu me diras. Mais voilà, est-ce que tu savais très jeune où est-ce que tu voulais aller? Pas du tout. Ça, pas un problème, mais j'ai longtemps vécu ça comme un mal-être. De ne pas savoir ce que je voulais faire, où aller. Parce que j'ai fait toujours des rencontres. Tu sais, j'ai mon oncle. C'est lui qui m'a insufflé l'esprit entrepreneurial. C'est un mec que j'ai toujours vu se débrouiller, monter une boîte, fermer une boîte, faire ci, faire ça. Et en fait, on passait beaucoup de temps ensemble. Et du coup, je me souviens quand tu sais que t'as besoin de sous, comme on parle beaucoup entre lui et moi, on se parle super bien. Donc je lui pose la question, je lui dis, ouais, tonton, t'as pas? Il me dit, oui, j'ai ça. Mais par contre, j'ai une voiture à laver. J'ai un gazon à tondre. J'ai ça à faire. Donc en fait, naturellement, j'ai toujours bossé et avec lui souvent. Je faisais beaucoup de jobs avec lui. J'en ai fait ailleurs, mais beaucoup avec lui. Et j'avais ce côté, tu taffes, t'as une récompense. Et naturellement, si tu veux, je venais toutes les 2 semaines chez lui, c'est même qui m'appelle. Je faisais déjà le taf, je faisais le job. Et comme on passait beaucoup de temps ensemble, il me racontait ses déboires, ses galères. Et il me racontait en fait la vie de chef d'entreprise. Mais pas forcément celui qui a une boîte avec 50 salariés et puis tu sais, tu es en mode, tu es en mode de navire, tu sais, de croisière et qu'on y va. Non, c'est je teste ça fonctionne pas. J'achète un conteneur de ça, je le vends. Il y a une partie qui arrive qui est pas bonne, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais faire. C'était comme ça en fait. Et il m'a beaucoup influencé. Derrière, j'ai toujours voulu être indépendant financièrement, autonome financièrement, tu vois. Donc, quand j'étais au lycée, j'avais envie de faire du business et j'ai toujours considéré la musique comme quelque chose de sérieux. Mais l'influence que j'avais, c'était les Américains. Tu vois, c'était BET. En fait, moi, je regardais les clips, mais je regardais aussi le fonctionnement des gars. Et je voyais que les gars faisaient du business. Et j'ai compris très tôt que à chaque fois que les mecs faisaient un tube ou un hit, ils montaient leur label. Et quand ils montaient leur label, ils faisaient des pubs. Moi, quand je voyais les 50 Cent et autres faire de la pub pour des boissons énergisantes, etc., frère, j'analysais ça. Quand j'ai vu Fubu for Us by Us, je me suis dit, mais pourquoi les gars disent ça? Et j'ai compris qu'il y avait un business derrière, tu vois. Pareil pour N1. En fait, j'ai toujours analysé ça façon business entrepreneuriat. J'ai toujours eu ça en moi. Donc, quand j'ai fait de la musique, on fait une mixtape. Ok, les gars, on presse des CD. On presse des CD, on fait des affiches, on fait ci, on fait ça. J'ai dévalisé des stocks pour acheter des CD vierges. Je faisais des t-shirts. Avec mon frère, très tôt, on a fait des t-shirts à notre effigie. Tu vois, on avait des t-shirts marqués Erika, RNK, qu'on vendait. On a fait ça très très tôt. Je pense qu'on faisait partie des premiers à faire du merch et essayer de faire ça de façon carrée, etc. Parce que j'ai toujours vu la musique comme le moyen aussi de faire du business à côté, parce que les autres faisaient ça. Et je me suis appliqué ça dans ma vie, peut-être plus tardivement. Parce que, comme je faisais de la musique, et on a toujours été indépendants, tu vois, on finançait tout, à deux, tout ce qu'on faisait, mais j'avais besoin d'une forme de stabilité financière. Donc, j'avais un taf ouais, de 8 à 17. Et du coup, c'est tardivement que je me suis dit, mais en fait, même dans mon taf, ça me saoule parce que j'ai envie de faire autre chose. Je suis capable de faire beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui. Je suis capable de faire mieux que les autres ou que certains. Je fais mon truc moi-même. Mais ça, c'est arrivé vers, 2012-2013. Mais entre-temps, j'avais besoin de travailler pour pouvoir financer ma passion qui était ma musique. Tu vois? Après, dans mon taf, j'ai changé souvent. J'ai changé de façon logique, mais j'ai souvent changé d'entreprise parce que
je m'ennuyais ou j'avais envie de voir quelque chose d'autre, j'avais envie de découvrir quelque chose d'autre. Ou alors je me disais qu'il me manquait telle brique dans mon CV ou dans mes connaissances. Donc, boum, je bifurquais, j'allais là. Et je réussissais à me créer mon parcours comme ça, en changeant de boîte. Et à l'époque, je te coupe. À l'époque, toi, c'est bien que tu aies cette vision-là. Parce que à ce moment-là, quand sur ton CV, tu as trop d'expérience, tu parais pour un mec bizarre, tu vois, qui est pas stable. Bien sûr. Mais alors qu'aujourd'hui, ah non, mais c'est plus tu as de skills, aujourd'hui c'est stylé, bien sûr. Plus tu es quelqu'un de compétent. Bien sûr. Toi, tu as testé plusieurs choses, donc comme marketing. Quelles sont finalement les cordes, parce que je connais pas tout, que tu as à ton arc? Alors, en fait, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'étais dans la logistique. Et la logistique et l'export. Quand j'ai commencé, c'était ça. Et ça me plaisait pas forcément. Parce qu'il y avait beaucoup d'administratifs, beaucoup de paperasse. Et je sais pas pourquoi, mais ça ne me correspondait pas. Ça n'allait pas avec mon tempérament. Je sais pas. En fait, j'ai pas forcément ce discours-là, mais ça me saoulait, frère. Ça me saoulait, la paperasse, etc. Ça me saoulait. Donc, j'ai bifurqué toujours dans ce domaine-là, mais j'ai été vers ce qu'on appelle la supply chain. La supply chain, c'est vraiment de la conception de produits jusqu'à la livraison au client final. Mais ça passe par la production, la mise en production, donc le travail avec les usines, le travail d'emballage. Et en fait, tout ça, c'est énorme comme domaine d'activité et c'est tout de suite, en fait, moi je trouvais ça plus excitant. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup plus de pression, beaucoup plus de timing, beaucoup plus de délai. Je travaillais pour une boîte, je ne vais pas forcément la citer, mais qui fait des boissons à l'échelle nationale. Et en fait, on était partenaire d'événements sportifs, par exemple pour Roland-Garros. Et tu as des enjeux de ouf, des enjeux financiers, des enjeux tu sais, quand tu dois recouvrir le produit avec des étiquettes à l'effigie, frère, après Roland-Garros, c'est plus Roland-Garros. Donc tu ne peux plus le retrouver en magasin. Et en fait, tu te prends des scuds, tu as une pression et je kiffais ça. Et j'ai découvert que j'aimais ça, que j'aimais le côté transversal parce que tu bosses avec plein de gens, avec plein d'usines, plein de trucs dans le monde, etc. Et d'ailleurs, tu as la pression. Et petit à petit, j'essayais en fait de comprendre ce que j'aimais, ce que je kiffais pour m'orienter jusqu'au jour où je me suis dit, waouh, en fait, c'est plus pour moi. Parce que pour faire ça, il faut bosser dans des grosses multinationales. Et dans ces boîtes-là, en tout cas, moi, ça ne m'allait pas parce que tu es dans un cadre. Et tu peux pas en sortir. Tu peux pas en sortir. Et je me suis projeté, je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça toute ma life. Donc, j'arrête et je vais chercher ce que j'ai vraiment envie de faire. Et c'est là que je suis tombé, bien sûr, le marketing digital, le web dans son ensemble. Et j'ai continué à creuser, à chercher, à tester. Et donc à ce moment-là, tu es en France. Ouais. Tu es dans l'Hexagone, tu as déjà fini tes études, tu bosses déjà. Tu continues ta musique, tu bosses pour pouvoir financer tes projets. C'est bien, on parle de chiffres. Et tu sais, moi j'ai eu un réflexe qui pour moi est normal, c'est que dans une interview que tu as fait du coup à l'Oxymore, tu dis, je sais plus c'est pour quel projet, tu parles de 500 ventes. Ouais. Et moi, dans ma tête, je calcule, je me dis, ok, un CD, c'est quoi? C'est 20 balles, etc. Ouais. Et je me dis, putain, c'est quand même déjà pas mal en termes de CA pour un truc qu'on a fait soi-même, quand on a vendu. Après, je vois que tu as eu un rapport, une vision très critique. Ce que je dis critique, c'est que on voit que tu analyses. Ok, la distribution, là, c'était cher quand même, je trouve. Là, on a fait ça à tel endroit. Là encore, le prix était un peu cher. Qu'est-ce qui te permettait d'avoir cette vision déjà à l'époque et comment tu as changé, comment tu as fait en sorte d'améliorer les choses? Je ne sais pas si ma question est claire. Ouais, en fait, la vision, si tu veux, je l'ai eue très tôt parce que je suis très exigeant. Ok? J'ai mes objectifs, j'ai ma vision, j'essaie de bien faire les choses. Je suis pas perfectionniste, mais je suis exigeant. Donc, quand on fait les choses, on fait bien. Et quand j'ai commencé avec mon frère, on essayait de bien faire les choses. Donc, on allait dans des studios qui t'a payé cher pour l'époque. On allait chercher des studios pro. On allait chercher. En fait, je dis souvent j'allais parce que j'ai cette exigence-là, donc je vais toujours chercher le truc de plus. Donc, on allait prendre des compositeurs jamaïcains, des compositeurs américains. Guyanais, qui coûtaient plus cher que les autres. Mais j'avais cette exigence-là, j'avais envie de faire ça parce que pour moi, c'était une façon d'aller plus loin et de faire les choses bien, tu vois, et d'essayer d'élever le niveau. En tout cas, mon niveau. Je me suis dit que j'essayais de contribuer à la musique au sens global. J'essaie d'élever le niveau. Et du coup, quand tu fais ça, t'as
enfin, t'as des dépenses et t'as un budget à respecter. Tu vois, même si ça a toujours été une passion, mais j'ai jamais été dans la folie en mode on dépense et puis on verra après. Non, enfin, tu vois, j'ai des objectifs, je veux mettre des sous de côté aussi, tu vois, dans l'absolu, parce que tu sais jamais quand ça va s'arrêter. Et je savais que je n'allais pas faire de la musique mon métier, ma vie. Donc j'essayais toujours de garder quand même à côté. Et du coup, ben, on s'est tout de suite dit qu'il fallait, comme on s'autoproduit, il fallait faire attention. Donc, je suis obligé d'analyser. Je sais combien ça me coûte. Je sais. Alors, quand par exemple, on signe un deal pour une licence, ben, je sais que ça va me rapporter tant. Mais si je mets tant dans le clip, potentiellement, je peux toucher tant. Le mec, il me reverse tant de pourcentage sur un album vendu, que ce soit à la Fnac ou en supermarché ou en streaming. Je sais combien ça me rapporte potentiellement. Je sais combien me rapporte mes prestats, combien de temps j'aurai besoin pour pouvoir entrer dans mes fonds. Donc, je ne fais pas n'importe quoi. Donc, on essaie de calculer, d'avoir des budgets. Et ça, on l'a eu très tôt parce que tout de suite, on a mis nos thunes. Quand on a commencé à faire des mixtapes, c'était nous. Tu vois, j'ai acheté un graveur parce que j'avais un truc qui était pourri sur l'ordi familial. Donc, j'ai acheté un graveur externe. Donc, ça coûte un bras. J'ai acheté des CD réinscriptibles, tu vois. Et en fait, tu fais tout ça, tu investis, mais enfin, moi, je me suis toujours dit qu'il fallait que je rentre dans mes fonds. Tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. Parce que, étant autoproduit, ben, j'essaie d'avoir une casquette de producteur. Et partant de ça, ben, tu fais des choix et tu évolues comme ça et puis ça reste dans ta logique en fait. Alors, effectivement, j'entends bien que c'est une passion. Est-ce que tu as des attentes quand même particulières vis-à-vis de ta musique, des résultats? Est-ce que tu as des attentes par rapport à ça? Des attentes, pas véritablement. Tu sais, quand tu mises sur un morceau, ben, tu as envie que ça plaise au public. Ton public de base déjà, tu as envie que ton public de base se dise waouh, ça me plaît, c'est ce que j'aime chez lui, tu vois, je vois le Kenzie que j'aime. Tu as aussi envie d'élargir un peu ta fanbase, aller chercher des gens qui ne te connaissent pas forcément. Donc tu fais des tests. Les attentes, c'est plus ça. Tu vois, en vrai, j'ai appris avec le temps à lâcher prise. C'est-à-dire que je fais tout ce qu'il faut avant, tu vois. Tac, tac, je fais ma recette, je fais mon truc. Et quand ça sort, je lâche parce que j'ai appris que plus tu calcules et plus ça foire. Plus tu mets d'attente, plus tu mets d'attente sur un morceau, plus ça foire. Et les morceaux qui ont souvent super bien fonctionné, frère, j'ai fait ça en 2-2, j'ai fait ça une après-midi, boum, bam, et puis envoyé, et ça cartonne. Donc, j'ai retenu la leçon, tu vois. J'ai pris beaucoup de coups, mais j'ai retenu la leçon, et maintenant, j'essaie d'avoir ce lâcher prise. Donc, j'ai pas forcément d'attente. Je fais du mieux que je peux, je fais avec mon cœur, tu vois. J'essaie de retenir ce que les gens, quelque part, attendent de moi et aiment chez moi, tu vois. Parce que tu fais de la musique aussi pour les gens. Donc, j'essaie de garder ça en tête quand j'écris mes morceaux, etc. Je teste des trucs, je prends aussi des risques. Une fois que c'est sorti, frère, c'est sorti. Et puis... Comment tu définirais ta musique? Sachant que moi, connaissant l'artiste, bon, tu es quelqu'un qui a une belle plume quand même. Et tu disais effectivement que certains morceaux qui ont fonctionné, c'est ceux où tu as fait ça à l'arrache. Ouais. Comment tu décrirais ta musique? Wow. Avant, si tu m'as posé la question, il y a peut-être 10 ans, je t'aurais dit, écoute, moi, je suis un lyriciste et j'aime aussi les mélodies parce que j'aime le chant. Mais ça, c'était avant. Tu trouves que tu as évolué entre-temps et peut-être que tu as simplifié ta musique? Volontairement. Je dirais pas forcément simplifié, parce que ça peut être un peu réducteur, mais tu sais, je considère qu'il y a des phases et il y a des tendances. Pour moi, tous les 5 ans, on a des tendances, on a des phases nouvelles. Aujourd'hui, ces 5 ans se réduisent à 2 ans, 2 ans et demi. Ok? Avant, j'étais peut-être dans mon coin. Je me disais, waouh, mais ce que je fais, bon, c'est bien. J'essaie de faire de la musique qui dure dans le temps. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est un truc que j'ai en moi, qui ne me quittera jamais. Je veux être fier de mes morceaux. Je veux être capable de... Je prends une feuille, j'écris ma chanson pour toi, sur une feuille. Enfin, je suis fier de ce que je lis. Je peux lire à haute voix, dans un micro, devant une foule. Je n'ai pas honte de ce que j'ai écrit. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, pour moi, ça me quittera jamais. Je veux être fier de ce que j'ai écrit, dans l'absolu. Mais, au-delà de ça, je prends conscience de la tendance. Et il y a une tendance aujourd'hui qui est claire, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus proche d'une forme de musicalité. On est beaucoup plus proche d'une appréciation des textes qui est différente. C'est-à-dire qu'on est davantage, on est côté punchline, on n'est plus côté prose. Avant, tu pouvais utiliser 1, 2, 3 mesures pour dire quelque chose et passer une idée. Ok? Maintenant, c'est une phrase. C'est moins d'une mesure. Tu vois? Et on est en train de réduire parce que
on a des gros artistes qui donnent la tendance, qui donnent le là, tu vois, quand des Drake, des Aya, etc., qui donnent aussi des grosses tendances, des J Balvin, etc., où on réduit la punchline des fois à un mot, deux mots. Et en fait, même si tu fais la musique que tu veux, avec ton cœur, tu as ta vibe, tu as ton truc, tu es ton artiste, tu as ton univers, etc. Ça, je suis pleinement là-dedans. Tu ne peux pas ignorer la tendance. Tu vois ce que je veux te dire? Et en fait, tu ne peux pas l'ignorer sous plusieurs aspects. Tu ne peux pas l'ignorer sur la longueur de tes morceaux. Mhm. Les gens qui faisaient des morceaux de 4,5, 5 minutes, etc. Frère, c'est fini. Peu importe qui tu es, c'est fini. Tu ne peux pas l'ignorer sur ton style vestimentaire. Tu ne peux pas l'ignorer sur tes clips. Tu ne peux pas l'ignorer sur la façon d'écrire. Que tu le veuilles ou non, il y a cette influence-là. Donc moi, j'accepte ça. Qui veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus le lyriciste adepte de mélodie et de chant. Non, j'essaie vraiment d'allier les deux, de travailler sur de la punchline. Cette punchline, elle sera peut-être beaucoup plus imagée. Alors j'ai toujours mis en avant les images, tu vois. Oui. Depuis au Palace, tu vois, j'ai toujours ça. Donc ça, c'est cool, ça me reste. Donc j'essaie d'imbriquer la punchline avec les images. J'ai toujours été proche du chant. Donc maintenant, je vais travailler mes mélodies et je vais peut-être segmenter mes morceaux un peu différemment. Donc je vais faire ce travail-là. C'est une nouvelle recette, une nouvelle façon de faire. Mhm. C'est une évolution pour moi. Comment on fait pour avoir ce lâcher-prise? Dans la musique, je te dirais même dans mon cadre à moi, quand tu es animateur, comment tu fais pour lâcher prise, sachant que on reste humain, on a une sensibilité à la critique, Ouais. et tu es toujours, comment dire, tu peux toujours faire face à des gens qui n'apprécient pas une interview, un son, Ouais. une punchline. Bien sûr. Comment on fait pour se soigner de ça? Tu sembles la maîtriser, moi, j'apprends encore. Je ne sais pas si je maîtrise, mais j'essaie, et ça, c'est quelque chose que j'ai pris côté business. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Ok? Je me base sur les chiffres, sur les résultats, et j'essaie surtout de me remettre en question chaque matin et d'être honnête avec moi-même. Il y a des gens qui vont te dire, oh, mais tu sais, j'adore, ouais, le nouveau morceau, il est bien, il est machin. Okay. Mais c'est souvent pour te faire plaisir. Tu vois? Il faut être capable de distinguer le compliment plaisir de la critique constructive. Et des critiques constructives, en fait, il y en a partout. Il y en a dans tes commentaires YouTube, il y en a sur Instagram, il y en a sur Twitter, il y en a dans la rue, il y en a dans les échanges professionnels que tu auras avec des gens qui font la même chose que toi, avec tes collègues, il y en a avec tes clients. Et il faut être assez honnête avec soi-même pour pouvoir les accepter, les entendre, les décrypter et essayer de tirer le meilleur de ça. Et tu vois, quand tu me dis comment j'ai fait, alors moi, c'est vrai que côté business, je me remets en question tous les jours. Tout ce que je fais, j'essaie et j'accepte les chiffres. Tu vois, je suis sur le web et ça ment pas, tu vois. Tu ouvres un restaurant, tu as toujours les mêmes gens qui viennent te voir. Tu te dis, oh, mais je vais venir manger chez toi, etc. Mais peut-être que tu ne feras pas attention que depuis un mois, cette personne-là ne prend plus d'entrée. Elle ne prend que des plats principaux. Elle vient tous les jours. Elle te salue, mais tu ne fais pas attention à ça. Tu lui offres l'apéro, tu vends le plat principal, mais tu ne vends plus l'entrée. Parce que lui, peut-être, n'est plus fan de ce que tu proposes. Mais il vient juste pour les plats principaux. Et tu ne vois pas ça. Parce que ce sont des grands chiffres. Quand tu es sur le web, par exemple, c'est beaucoup plus fin. Et là, tu vois tes paniers moyens, tu vois tout ça. Et en fait, ça, c'est l'école à laquelle j'ai été formé. Donc, j'essaie d'être dans ce côté un peu fin de la chose. Un peu, tu vois. Et j'adapte à ma musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vois mes streams, je vois mes vues, je vois les likes. Je ne suis pas quelqu'un à fond là-dessus. Je suis pas quand je sors un morceau, frère, je sors un clip, frère, je ferme YouTube. Je ferme ma live. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de tomber malade, de tomber en dépression, etc. Je ne fais pas ça, tu vois. Mais j'essaie d'être conscient et d'être honnête avec moi-même. Et pendant une période, en fait, j'ai vu ça. Parce que il y a une période où j'ai voulu tester des choses, c'est la période où je prenais un peu solo. Et frère, mais je me cassais la gueule. J'ai fait des gros flops, j'ai fait des trucs. Et c'était dur, mais j'ai accepté ça. Et je me suis dit, ok, mais il y a un truc qui ne va pas. J'ai commencé à poser des questions, j'ai commencé à lire, j'ai commencé à interagir avec les gens, j'ai commencé à vraiment essayer d'écouter. J'ai posé des questions, j'essaie d'avoir cette humilité-là tous les jours, de poser des questions aux gens avec qui je travaille. Des gens des fois que je ne connais pas. J'envoie des titres, je dis, mais qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu vois le truc, tu vois? Et j'essaie de garder ça en tête tous les jours. C'est ce qui me permet, selon moi, de me renouveler. Et je pense voir la différence entre la période où je pensais savoir ce qui fonctionnait
Et la période où je me dis, waouh, ok, j'apprécie ça, ben écoute, on va peut-être orienter un peu plus comme ça, on va garder la base, mais on va essayer d'orienter, on va essayer d'affiner pour avancer, frère. Tu vois, comme c'est une deuxième activité que tu pratiques et aussi ta passion, est-ce que c'est parce que justement c'est pas ton métier principal que tu arrives à avoir ce recul et peut-être à mieux encaisser ce que toi tu dis être un échec? Mais totalement, totalement. J'ai des collègues qui sont de la même génération que moi et j'ai vu les galères que ça peut être. J'ai vu les moments de doute qui se transforment des fois en dépression, en galère, en abandon. Et c'est dur, c'est dur. Et effectivement, le fait d'avoir une autre activité, d'avoir toujours continué mes études et d'avoir taffé, etc., me permet, oui, de prendre du recul, de souffler un peu. Là tu vois, le projet que je sors, j'ai pris le temps de le travailler. J'ai pris peut-être un an et demi, où j'ai pas sorti grand-chose, tu vois. Mais j'ai entre guillemets le luxe de pouvoir faire ça, parce qu'à côté, ben, j'ai une autre vie qui me permet de continuer. J'attends pas sur la musique pour pouvoir remplir mon frigo, et tu vois ce que je veux te dire? Même si je le fais ultra sérieusement, et que je garde un rythme, etc. en termes de sortie, je suis carré dans ce que je fais, mais j'ai ça à côté, effectivement, et ça me permet de prendre du recul, de me dire que je ne suis pas obligé de sortir un titre, et au final, tu le fais, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, et tu n'es pas forcément à fond. 1 an et demi, tu dis à peu près que tu travailles dessus. C'est pas 1 an et demi où tu n'as rien fait, puisque j'ai l'impression qu'en termes d'actualité, tu as eu beaucoup de... Comment dire? Tu as participé à beaucoup de festivals. La Holiday Inn, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus quelle année particulièrement. Non. Peut-être que c'était il y a 2 ans, tu me diras. Non, ou la Green. Ouais, la Green. C'était la Green, la Colle. La Colle. Les 2 dernières Colles, tu les as faites. Hein. Exact. Donc finalement, tu n'es pas resté sans rien faire. Non. Il y a eu quand même... Ta musique qui est quand même appréciée. Tu es booké sur des prestats. Est-ce que quelque part, j'imagine forcément que oui, tu as cette reconnaissance de te dire que ça fait quand même longtemps que tu es dans le game, mais que finalement tu es toujours au devant de la scène, et peut-être même à tes plus belles années, j'ai envie de dire. Non, c'est vrai, tu vois, mais tous les matins, je suis reconnaissant pour ça. Et je le dis souvent, hein, je dis ça facilement. Je suis content parce que les gens aiment ce que je fais, continuent d'aimer ce que je fais. Les DJ continuent de jouer mes morceaux en soirée, régulièrement. J'ai cette chance-là, on m'appelle. Et oui, je suis reconnaissant. Parce que c'est pas facile. Je te dis, j'ai d'autres qui ont commencé comme moi. Et je sais ce que ça peut. Je suis passé par là, tu vois. Et j'ai la chance que ça continue. Et oui, franchement, je suis hyper reconnaissant là-dessus. Ah ouais, ça, c'est fort. Bon, tu m'as lancé la perche. Tu as dit que tu étais papa. Oui. Qu'est-ce que ça change dans une vie d'être père? Ça change énormément de choses. J'ai pas envie de dire que ça change tout, parce que c'est facile à dire, mais ça change énormément de choses parce que tu n'es plus responsable d'une seule personne, mais de 2. C'est-à-dire que tu es responsable de ce qui lui arrive au quotidien. C'est-à-dire que quand tu marches, tu te dis, il y a un monde là, donc tu dois surveiller tous les passants, les piétons, les voitures, etc. Donc tu as une forme de responsabilité là-dessus parce que tu es responsable d'un petit être. Et tu as beaucoup de responsabilité dans le sens où il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Parce que s'il t'arrive quelque chose, tu ne pourras plus être là, en fait, pour cette personne-là. Et c'est là que tu vois, en fait, que tu revois un peu, peut-être la période où tu étais peut-être plus jeune, où tu faisais que des conneries, que de la merde. Tu sautais de là, tu faisais ça, tu roulais vite, tu rentrais bourré, etc. Tu roulais, tu vois. Tu repenses à tout ça et tu te dis, mais tu peux plus faire ce genre de conneries parce que tu as une responsabilité. Et tu sais que tous les matins, frère, boum, ça toque à ta porte. Papa, j'ai faim. Papa, le soleil est levé. Boum. Et tu vois, et ça change beaucoup de choses. Parce que, avec l'âge qui avance, là, ce sont les couches. Demain, c'est aller chercher chez la nounou, c'est aller chercher à la garderie. Et tu vois que, en fait, ta vie change dans la mesure où tu sais que tous les jours, frère, à 16h ou 17h, c'est fini. Et tu peux pas, genre, dire, ouais, mais non, mais on reporte. Non, frère. Non. Tous les jours, et tous les matins, frère, tu peux être sûr que le soleil est réveillé, donc toi aussi tu dois te réveiller. Et c'est ce que ça change. Donc ça amène un nouveau mode de vie. Mais effectivement, frère, c'est un kiff monumental. Milano,
parlons-en. Pourquoi... enfin, explique-nous déjà le titre. De quoi ça parle, Histoire d'amour? Ouais, c'est une histoire d'amour un peu ego trip. C'est un morceau que j'ai commencé à écrire il y a longtemps, mais j'ai passé des années à chercher l'instru. En vrai, parce que j'ai eu une inspiration sur un morceau. C'est-à-dire que j'ai eu l'inspiration pour écrire ce morceau-là en écoutant un titre de Young Thug. Ok. Lequel, tu nous le donnes ou... Je vais te retrouver ça, mais je sais que c'était Young Thug, mais je sais plus. En fait, j'étais dans la voiture d'un pote. Il me faisait écouter des morceaux. Il me dit, ouais, tu sais pas, mais je te fais écouter des trucs que j'aime. Donc, il met sa playlist. Et j'entends le morceau de Young Thug. Je te dirai, hein, toi, je t'enverrai ça, mais... Et j'aime bien la... Je dis, mais attends, pull up, pull up, pull up, pull up. Et hop, je commence à écrire quelque chose. Pendant que le morceau passe, tu vois. Mais je suis resté pendant des années à chercher l'instru. Et du coup, comme j'avais pas forcément l'instru, j'ai mis de côté. Donc, j'avais juste un bout de refrain, une mélodie par rapport au couplet, etc. Et en fait, ça m'a pris du temps de finir d'écrire parce que je ne trouvais pas la bonne instru. Donc c'est un morceau qui a traversé le temps. Mais c'est un morceau que j'ai écrit quand j'étais en plein dans mes galères. Enfin, j'allais dire en plein dans mes galères entrepreneuriales, frère, tu n'arrêtes jamais les galères. Donc ça c'est tous les jours. Mais c'était chaud à ce moment-là. C'était chaud, c'était vraiment chaud. J'étais dans les bails de, tu vois, les bulles, etc. Machin, j'étais à fond là-dedans. C'était compliqué, j'avais pas de vie sociale, j'étais à fond là-dessus. Et du coup, c'était une période un peu difficile pour moi. Parce que j'étais à fond, j'avais pas de thunes. Et je bossais non-stop. J'avais du mal à écrire parce que j'avais du mal à me poser, tu vois. Et mon pote, en fait, c'était un peu une bouffée d'oxygène parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, il sortait de Paname, etc. Et j'ai pris peut-être 2 jours, me poser avec lui, on a fait, tu vois, plein de trucs, etc. On écoutait de la musique, je lui faisais écouter des trucs. Et j'ai eu cette espèce de bulle-là, en fait. Et pendant cette bulle-là, je me suis dit, ouais, mais si je veux faire ça, non-stop, qu'est-ce que je veux faire, en fait? Et c'est une histoire d'amour, oui et non, mais je dis, mais si tu veux rentrer dans ma life, ça se passe comment? C'est ça un peu la jeunesse du morceau. Tu parles de bulles, d'oxygène, etc. En même temps, c'est l'histoire d'amour. Mais c'est ça, mais en fait, l'idée, c'est ça. C'est de... À ce moment-là, je me disais, mais je suis à fond dans l'entrepreneuriat, je sais ce que je veux, mais si je rencontre quelqu'un qui veut partager ma vie, quelle place tu lui quelle donnes place finalement? je lui donne et qu'est-ce qu'elle est prête à faire, est-ce qu'elle va accepter ça, en fait. Et c'est là que c'est associé à ce moment-là que j'ai voulu avoir, si tu veux, pousser cette étiquette-là de je fais de la musique, mais je suis entrepreneur. Voici qui je suis. Tu vois, et dire aux gens, voilà, je suis comme ça. Kenzie, c'est un entrepreneur qui fait de la musique. Et inversement, parce que j'ai commencé ça quasiment en même temps, tu vois. Et c'est un peu là aussi que j'ai voulu définir un peu mon image, qui est celle-là aujourd'hui et que j'assume. Et ce morceau-là, pour moi, quelque part, marque un peu le début de ça. Et donc forcément, on parle d'histoire d'amour. Là, ce qui me vient, c'est que quand on est entrepreneur, quand on est artiste, en plus de ça, quand on rencontre quelqu'un, comment on fait pour accorder finalement une place, la place peut-être qu'il faut à quelqu'un? Comment on trouve le temps finalement? Quand on est quelqu'un de très pris, tu es sur ton business, tu veux que ça fonctionne, tu fais des sacrifices. Comment on accueille quelqu'un? C'est dur. Je te mentirai pas parce que avec moi c'est double peine. Parce que il y a le côté artiste, il y a le côté entrepreneur. C'est-à-dire que je suis pas forcément toujours présent, même que je suis présent, pas toujours dispo. Mes week-ends, ce sont des semaines. Mes vacances, j'ai pas de vacances véritablement. J'ai toujours l'ordi. Je voyage quand même pas mal. Donc c'est sûr que c'est pas facile. Et quelque part, je pense qu'il faut être honnête. Et je pense qu'il faut être capable de... Parce qu'on choisit son partenaire, tu vois. Choisir quelqu'un qui va comprendre ça, comprendre ce que tu fais, comprendre qui tu es. Et derrière, en fait, je pars du principe que quand tu as trouvé quelqu'un qui comprend ça, c'est à toi aussi de faire les efforts pour pouvoir l'intégrer dans ton quotidien et pouvoir l'accompagner et faire un truc ensemble. Tu vois? C'est-à-dire que quand tu as la chance de trouver quelqu'un qui comprend ça, il faut que tu fasses aussi l'effort parce que c'est pas commun. C'est pas commun de trouver ça parce c'est compliqué, hein. On va pas rentrer dans les détails, c'est pas l'émission pour, mais c'est compliqué, tu vois. Donc, il faut être capable d'être conscient de ça et puis tu trouves un équilibre par la force des choses.
c'est comme ça que je vois le truc. Voyage, Milano. Ouais. Finalement, ta musique, c'est un peu une carte du monde. Tu nous fais voyager, Marie-Galante, Exactement. Bangkok. J'essaie, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dès le début. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'aimais placer des mots compliqués dans mes textes. Pourquoi? Parce que je kiffais, que c'était une espèce de challenge. J'aimais écrire, tu vois. Je me suis beaucoup inspiré quand j'ai commencé de Booba, d'MC Solar, de Charles Aznavour. Et il y avait ça en fait. Tu vois, il y avait ça pour moi, il y avait cette touche-là et je l'ai gardée. Donc j'aimais mettre des mots compliqués déjà. Et puis derrière, j'aimais mettre des destinations. Parce que pour moi, je vois la relation avec celui qui écoute. Je n'ai pas envie de dire le fan, mais avec celui qui écoute, avec le public, comme quelque chose de fort. Tu vois, tu transmets un message, tu aides parce que les gens te disent, écoute, c'est grâce à toi que j'ai réussi à faire ça, à surmonter ça, à vivre ça. Tu vois, les gens prennent tes morceaux pour vivre leur vie. En fait, ta chanson accompagne la vie de quelqu'un. Et moi, je pense ça hyper sérieusement, tu vois. Je suis assez respectueux là-dessus. Donc, j'essaie de faire les choses bien. Et du coup, j'essaie de rendre la même chose. Donc, pour moi, quand je parle de voyage, quand je donne des destinations, c'est une façon aussi de permettre aux gens de voyager. Parce que pour moi, la musique, c'est un voyage, c'est une façon de s'évader, d'oublier le quotidien. Donc, avec ces mots-là, avec ces destinations-là, je te fais voyager. C'est ce que j'essaie de faire, tu vois, à mon humble échelle. Donc, je garde ça. Et du coup, Milano, c'est aussi ça. Ça parle d'amour. C'est une ville que j'aime beaucoup. Que tu as forcément visité. Bien sûr. C'est une ville que j'aime énormément. Donc, j'avais envie de la mettre en avant. J'avais envie d'en parler. Effectivement, quand je parle d'amour, l'Italie, pour moi, c'est super fort. En termes de, tu vois, tout ce qui est en termes de romance, etc. Donc, Milano est venu naturellement. Et j'ai brodé autour et voilà, quoi, tu vois. Mais si j'aime bien faire des clins d'œil comme ça, ouais. On parlait un peu foot vite fait. Tu parlais de possession, de ne pas être possessif comme le Barça, amateur de foot. Oui, fan, mais frère, trop, parce que quand... Des défaites, des fois, Tima, ça me... En ce moment, c'est compliqué pour vous. C'est compliqué, frère, c'est compliqué. Quand on perd un match, frère, la Ligue des Champions, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est douloureux, mais ouais, ça me touche, personnellement, on va dire. Mais ouais, fan de foot. Et du coup, j'aime bien imager. Tu vois, en musique, j'aime bien imaginer, j'aime bien faire des métaphores, j'adore ça. J'aime bien faire des comparaisons. Et du coup, j'ai pu placer ça, j'ai pu placer le côté un peu possessif. De pas justement l'être. Exactement, de ne pas l'être. Comme Barcelone, qui a justement ce côté, le tiki-taka, etc. Et tu vois, ça me permet, tu vois, on parlait d'écriture, l'évolution. Pour moi, je passe une idée, l'idée elle est simple, tu vois, le côté possessif. Mais derrière, je sais que quand je vais parler de Barcelone, ça va parler à certaines personnes, tu vois. Et j'ai des copains qui tout de suite, boum, ça réagit. Et tu vois, ça parle aussi de la ville. Donc j'essaie en fait de faire ce mélange-là pour pouvoir passer une idée de différentes façons. Et ça, c'est mon challenge personnel, tu vois. C'est mon kiff, moi, perso, quand j'écris une chanson. J'aime bien ça. Et je suis toujours content quand je rencontre quelqu'un qui me dit, mais Timal, je sais ce que tu as voulu faire. Tu as fait ça, un peu, tu vois, un peu comme Willem, un peu comme, t'as capté? J'aime bien ça parce que je glisse ça. Pareil, je suis un fan du Sayan Supaku. Ouais. Et sur des morceaux que j'écoute et tu écoutes 2 ou 3 fois et tu comprends des choses après. Moi, j'aime ça, tu vois. Et les films que j'aime au cinéma, c'est souvent ça. Quand tu captes à la fin tout ce qui s'est passé, tu vois, Usual Suspect, par exemple, pour ne citer que celui-là. Et j'aime bien faire ça. Donc, quand je croise quelqu'un qui me dit, frère, j'ai compris ce que tu voulais faire. Tu as fait ça, ça, ça et ça. J'adore. Ça, c'est pour moi le plus beau des compliments qu'on puisse me faire. S'il y avait un lyrics à retenir, ce serait quoi? De quoi? Du morceau? Du morceau, ouais. Waouh. Il y en a pas mal, j'aime beaucoup. Bon, mais j'aime bien... Si tu veux m'en donner 2, 3, c'est... Définition indépendante. Intelligence avec rendre libandante. Tu vois? Bon, après, je vais laisser chacun méditer là-dessus et faire des retours peut-être sous la vidéo. Ouais, ça serait intéressant. Tu vois, je commence pareil. Vie en moi, c'est l'encamené, l'amour en nous tatoué à l'aîné. Tu vois, dans cette idée de dire que rien n'est figé, frère. Rien n'est figé, ça évolue encore plus aujourd'hui. Et du coup, si tu n'es pas capable de comprendre, en fait, où on va, où je vais, ce qui a été établi, etc., les choses
peuvent bouger rapidement. Parce que on est aujourd'hui dans cette société-là où on a envie de se découvrir personnellement, individuellement, tu vois. Et on n'a plus les attaches qu'on pouvait avoir, comme le passé par, tu vois, nos parents, etc. Où on était souvent, en fait, c'était souvent la honte, le quand dira-t-on, etc. La parole des autres qui fait que tu restes des fois dans des positions, tu restes dans le même taf pendant toute ta life, avec la même personne, parce que, ou pas envie que ta tia dit, oh, mais ou pas un tel, ou pas un tel. Aujourd'hui, tu vois, ça évolue. Donc, j'ai cette posture-là aussi dans le titre. Et ben voilà, ça fait partie. Et c'est ça, on parle de femmes indépendantes. Donc maintenant, les femmes s'émancipent de plus en plus depuis un moment déjà. Yes. Ce serait quoi les fondations à l'heure actuelle où effectivement tout le monde a cette envie de prendre soin de lui avant tout, donc homme comme femme? Ce serait quoi les fondations d'un couple pour qu'il dure? Question très philosophique qu'on pourrait poser aussi. Ouais, effectivement. Parce qu'on parle d'amour, ce serait intéressant de... Pour moi, un couple, c'est vraiment, mais vraiment, l'addition de deux personnes. Ok? Et je pars du principe, on va pas entrer dans des trucs trop philosophiques, mais je pars du principe que dès l'instant où tu vas chercher chez l'autre ce que tu n'as pas, ce que tu ne sais pas faire, il y a un problème. Parce que tu te reposes sur l'autre et que tu le veuilles ou non, tu crées une forme de dépendance. Et la dépendance n'amène rien de bon, peu importe le domaine. Tu vois ce que je veux te dire? Elle n'amène rien de bon. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment deux personnes, deux personnalités, deux éducations, deux visions. Et ces gens-là s'entendent sur un projet commun. Ok? Et récemment, je regardais un truc, je ne sais plus ce que c'était. Et il y a un mec qui disait, tu vois, comment choisir son partenaire, sa partenaire. Et le mec disait, mon conseil, cherchez quelqu'un qui n'a pas besoin de vous. Basta. Et pour moi, quand un médecin, ça veut dire que tu prends quelqu'un qui n'attend pas sur toi. Et vice-versa. Donc, vous vous complétez, oui. Mais genre, tu vas pas aller chercher quelqu'un qui se réveille tôt parce que toi, tu es un gros flemmard le matin. Parce que toi, tu vas faire à manger. Tu vois, ça amène rarement quelque chose de bien et de bon. Et on n'arrive pas forcément à se développer individuellement. Parce que dès qu'on commence à avoir cette relation-là, tu vois, que tu le veuilles ou non, ça part en couille. Et tu réalises un jour qu'au final, c'est pas la bonne personne, que tu t'es trompé, que c'est toi qui portes tout le couple sur tes épaules pendant des années, que tu compenses, etc. Rien de bon. Donc moi, cette phrase-là, je l'ai juste entendu il y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a fait réfléchir et je trouve qu'il a plutôt raison dans son approche. Milano, j'imagine que c'est le premier titre qu'on découvre qui va faire partie de l'EP. Yes. Tu as déjà une date de sortie? Pas du tout. Tu travailles encore dessus, j'imagine? Alors pour l'EP, oui. On a une date parce que j'aime bien avoir une forme de planning et de deadline pour garder la fameuse pression, tu vois, dont je te parle. Moi, je me mets la pression en ayant une date. Je ne la communiquerai pas ici. On n'aura pas l'exclusivité. Non, mais parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. C'est tout, hein, tu vois, tu as des partenaires, tu as l'ingé son. J'envoie un petit message, un petit big up à mon ingé son qui se reconnaîtra. Et j'espère qu'il puisse mixer rapidement parce que plus il mixe vite et plus je peux masteriser. Plus, tu vois, il y a tellement de choses qui sont liées au projet que des fois tu annonces des dates, mais c'est compliqué de tenir. Mais une chose est sûre, on essaie de sortir fin juin, on essaie de sortir maximum tout début juillet parce que c'est prêt. Okay. Il y a beaucoup de choses de prêtes. On a déjà tourné pas mal de clips. J'ai essayé, tu vois, cette année et demie dont je t'ai parlé, j'ai essayé de bosser justement et d'essayer de rassembler des choses parce que c'est une petite équipe, donc on doit essayer d'anticiper beaucoup de choses. Donc il y a quasiment tout de prêt. Je pense pour moi, on est prêt à aller 85%, tu vois, presque 90%. Et du coup, ouais, fin juin, on essaie de faire péter et puis on va inonder. L'idée, c'est de vraiment faire du projet le projet de l'année. Challenge lancé, du coup. Ouais, bien sûr. On assume, tu vois, parce qu'on met du cœur à l'ouvrage, on essaie de travailler avec des gens qui sont motivés, qui sont intéressants, qui sont talentueux. Donc ouais, on y va, frère, on y va. Et puis on va essayer de tout péter. Donc tu as dit juin, est-ce qu'il y a une stratégie particulière en juin pour se dire, ok, il y a des festivals qui arrivent derrière, avoir une sorte de promo
du projet. Et puis j'allais te demander surtout, quelle est l'empreinte, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce projet? Ok. Pour la stratégie, oui et non. Oui et non parce que, tu sais, il y a toujours un fonctionnement. C'est-à-dire que quand tu veux être bien pendant l'été, il faut sortir un peu avant, etc. Le temps de... On n'y est pas forcément nous parce que c'est compliqué, ça demande, tu vois, c'est beaucoup d'investissement en termes de temps, en termes de sous, tu vois. Donc le temps de rassembler les sous, de pouvoir mettre en avant, donc c'est compliqué, donc ça reporte un peu. Après, frère, si ça pète, si tu as un hit, les portes s'ouvrent et ton téléphone il sonne, tu vois. Donc ça c'est une réalité, donc on se prend pas la tête. On sort quand on peut sortir. On sort, on met le maximum en termes de stratégie. On va essayer d'être partout. En termes de médias, être présent, oui, sur les réseaux sociaux, donner des interviews, être capable de créer aussi du contenu pour les différentes plateformes. On essaie de faire le maximum de choses. On sera présent, c'est sûr, pour des prestats, tu vois, pour des dates. On a déjà des dates de prévues, des dates à confirmer, etc. On va aussi faire des événements. Ok. Ouais, l'idée, c'est de ramener le public aussi dans mon univers, Ouais. dans mon truc pour pouvoir, s'ils valident, s'ils aiment, ensemble, tu vois, la team Once Again, on va essayer de propager ça, tu vois. Donc en termes de stratégie, on va bosser sur une belle release party. J'espère que tu seras dispo ce jour-là pour passer nous voir. Avec Donc plaisir. une vraie release party et se faire plaisir. Après... Tu as des feats peut-être dessus? Oui, j'ai des feats, bien sûr, on vient pas seul. J'ai des feats à découvrir quand ça va sortir, mais on va les annoncer. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on va retrouver? J'ai décidé en fait sur ce projet-là de le faire au feeling. Tu vois, dans cette logique de laisser aller, tout ce que j'ai fait, tous les morceaux, toute la vibe, c'est au feeling. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des gens. Il y a eu beaucoup de changements dans mon équipe, tu vois. Je suis reparti à zéro sur beaucoup de sujets. Et du coup, j'ai décidé de vraiment faire au feeling. Je bosse qu'avec des gens qui sont ultra motivés, qui ont envie, qui croient au projet. Dès le départ, même sans rien, tu vois. C'est-à-dire que je passe un coup de fil, j'explique. Si tu adhères, tu accroches, frère, on embarque. Ok? Donc ça, c'était déjà pour la constitution de l'équipe. Et puis derrière, le choix des instrus. Je n'ai choisi que des instrus qui me parlaient direct. Dès que j'entends, boum, il y a une vibe. Soit j'ai un morceau qui est déjà écrit depuis longtemps et qui rentre dessus, comme ce fut le cas pour Milano, par exemple. Milano était là dans une espèce de coffre avec de la poussière. C'est Samon de Track qui m'a envoyé. Je lui ai dit, frère, j'ai un truc là, mais je galère avec ça, machin. Il m'a dit, fais-moi écouter. Je fais écouter. Le lendemain matin, il me dit, j'ai un truc pour toi le soir même, à 18h, c'est moi par mon exclu. Bam, frère, ça fit. Ça rentre direct. Et tu vois, ça m'a marqué. Je me suis dit que je veux ça, en fait, pour tout le projet. Donc, tout ce que tu vas entendre, c'est au feeling. Et j'ai effectivement 2 ou 3 morceaux sur le projet où j'avais des textes. Soit j'avais un morceau et l'instru ne collait pas et j'avais du mal à trouver la bonne instru. Soit j'avais juste des textes et je ne trouvais pas l'instru qui collait. Ou soit effectivement j'entends une instru, ça pop et on sort. Et tout ce que je fais autour du projet, mais tout, même les clips, frère. Les clips, on a pas mal tourné à Paname. Et à chaque fois, c'était au feeling. La pochette de l'EP, au feeling. J'ai la photographe qui était là, c'était pendant le tournage. Je lui ai dit, écoute, il me faut une pochette. Elle me dit, tu veux quoi? J'ai dit, frère, fais. Tu sais faire des photos? Fais. Je ne vais même pas te dire ce que je veux. Elle m'a dit, mets-toi là. Boum. Je dis, ça me parle. On a montré à tout le monde machin pendant le tournage. Tout le monde a validé. Frère, c'est signé. Et est-ce que, même si tu as ce lâcher prise et cette vibe, et tu te dis, on prend comme ça, est-ce que dans la construction et dans le déroulé de la tracklist, il y a quand même une certaine logique où même là, tu t'es dit, on envoie du son, si je kiffe, et on va voir comment ça prend. Il n'y aura pas forcément une logique véritablement, parce qu'on est sur un EP, tu vois, on n'est pas sur un album avec énormément de morceaux, tu vois. Je pense qu'on sera aux environs peut-être de 8-9 titres, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est plus la couleur globale. C'est-à-dire que là, j'ai voulu faire quelque chose qui se veut frais, qui se veut dansant dans une certaine mesure, tu vois. Quelque chose de rythmé en tout cas. Je voulais que ce soit rythmé. Je voulais que ça sonne afro-caribéen, mais vraiment un vrai mélange des deux. Et j'avais envie que tu puisses écouter ça, sans te poser de questions, sans avoir besoin d'aller chercher un titre par rapport à un mood en particulier. Vraiment tout écouter, tout kiffer, et qu'à chaque fois tu as envie de bouger la tête,
de secouer un peu la tête, de bouger les épaules. Tu vois, j'avais envie de ça. J'avais envie vraiment de donner quelque chose où tu chill, mais tu chill bien, quoi, tu vois. C'est plutôt ça comme couleur que j'avais envie de... Parce que je reviendrai pas, si tu veux, au dancehall qu'on a connu. Parce que, ben, le dancehall, c'est compliqué, tu vois. Enfin, il y a une époque, la tendance, tu vois, elle a super évolué. C'est compliqué, tu vois, de revenir avec du dancehall pur. Donc, j'ai voulu trouver une espèce de compromis. Parce que le dancehall, c'est ça, tu vois. C'est du rythme, Donc, j'ai voulu trouver une espèce de compromis et le mettre en mode afro-caribéen. En tout cas, on mettra, une fois que ça sortira, bon, on partagera un maximum. On invitera les auditeurs à aller Avec écouter plaisir. ça et à donner leur avis, faire des retours constructifs, comme on a dit. C'est possible. On arrive au terme. Une question. Si tu devais dîner avec 3 personnes, vivantes ou qui ont déjà trépas, comme on dit, ce serait qui? Waouh, chaud. Peu importe. Tu as droit à un dîner là, peut-être avec Bob Marley, peu importe. Personnalité, artiste. 3 personnes. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Il y aura le côté business, ça c'est sûr. Je ne sais pas forcément qui précisément, mais je pense que entre du Elon Musk, du Jeff Bezos ou du Tyler Perry, on sera dans ces eaux-là. Ok? Peut-être Tyler d'ailleurs. Côté musique, oui, c'est sûr, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Quand je dis nous, c'est vraiment à l'échelle de l'industrie de la musique antillaise. Je pense qu'on est encore au début, malheureusement. Le zouk, si tu veux, fait débat, parce que c'est une musique qu'on n'a jamais su institutionnaliser et transformer en industrie. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et moi, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que quand je vais arrêter la musique, je pense que je continuerai sur le côté vraiment, pas forcément production, parce que ça donne des migraines, mais autour de ça, tu vois. Donc, oui, j'aurais envie de rencontrer, de discuter avec quelqu'un à ma table. Je pense que j'aurais envie d'avoir quelqu'un comme... comment il s'appelle? Ah, attends, j'ai oublié son nom. C'est un gars que je suis et que j'apprécie. Bon, je pense que ça me reviendra. Mais quelqu'un, en tout cas, qui arrive à associer la musique et le business. Tu vois, quelqu'un qui a vraiment compris ça. Ça peut être, tu vois, un mec comme 50 Cent, mais lui, comme il est passé côté cinéma, donc c'est encore autre chose. Mais quelqu'un qui arrive vraiment à associer ça, côté musique et business, qui arrive à faire une marque, etc. Machin. Et ça m'intéresse. Et la troisième personne, je pense que ce serait peut-être un scientifique. Je ne sais pas forcément qui, mais ce serait quelqu'un avec qui, ouais, on peut discuter de tout, de l'univers, des planètes, tu vois. J'ai une attirance pour ça. Et ouais, parler vraiment, essayer de pousser la discussion de façon philosophique, mais scientifique, pour essayer de comprendre certaines choses. De comprendre le sens, si on peut, tu vois. Mais ouais, je pense que ce serait un scientifique. Ouais. Et pour finir, c'est quoi ta définition de la réussite? C'est de se lever chaque matin en n'ayant pas de regrets pour des actes manqués de la veille. C'est-à-dire que chaque matin, c'est un nouveau défi. C'est un programme, c'est un plan, ce sont des choses à faire, mais pas forcément on se dit waouh, si je savais, j'aurais envoyé mon CV, si je savais, Pour moi, c'est ça en fait la réussite. Parce qu'elle n'est pas juste entrepreneuriale, moi j'aime ça, tu vois, mais d'autres ont d'autres passions. Et la réussite, elle est applicable à toutes ces passions-là, à toutes ces vies-là, peu importe la passion que l'on a, peu importe le métier que l'on fait. La réussite, c'est ça, c'est de se dire que je vis chaque journée pleinement et je n'ai pas de regrets le lendemain matin. Kenzie, merci. Merci à toi.